Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et nous allons à présent pouvoir nous intéresser à la barre de tâches. La barre de tâches est un élément essentiel de Windows, et il est très important de comprendre son fonctionnement, tout simplement parce que tout Windows s'articule autour de la barre de tâches. La barre de tâches se trouve en bas de votre écran. Elle est constituée de plusieurs icônes, et si vous avez déjà utilisé l'ordinateur, vous aurez certainement remarqué que son apparence va se modifier en fonction des programmes qui sont en cours de fonctionnement. Commençons tout de suite en ouvrant par exemple l'explorateur de Windows. Pour ça, je vais cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'icône correspondante dans la barre de tâches. L'explorateur de Windows s'est bien ouvert. Et si vous regardez dans la barre de tâches, vous remarquerez que l'icône est maintenant en surbrillance et qu'elle est encadrée et sur fond blanc. Cet encadrement signifie simplement que le programme est actuellement en cours de fonctionnement. Nous allons faire un détour par les icônes qui se trouvent en haut à droite de l'explorateur de Windows, tout simplement parce que ces icônes sont les mêmes qui se trouvent dans tous les programmes Windows. Ce sont en fait des boutons. Ces boutons vont nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités de manipulation des fenêtres. Si je clique par exemple sur le premier bouton, je vais accéder à la fonction de réduction de la fenêtre, c'est-à-dire que la fenêtre va se réduire dans la barre des tâches. Vous voyez que la fenêtre a disparu de l'écran et qu'elle est réduite dans la barre de tâches. Vous pouvez remarquer que le programme est toujours en cours de fonctionnement parce que l'icône est toujours en surbrillance. Le programme ne s'est donc pas arrêté et il continue de fonctionner en arrière-plan. Si vous souhaitez retrouver cette fenêtre telle que vous l'avez laissée, il suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'icône correspondante dans la barre des tâches. Le programme s'ouvre alors à nouveau et vous le retrouvez dans l'état où il était au moment de sa réduction. Le deuxième bouton va nous permettre de modifier les proportions de la fenêtre, c'est-à-dire qu'actuellement, la fenêtre n'occupe pas l'intégralité de l'écran. Si je clique sur ce bouton, la fenêtre a été agrandie et occupe maintenant l'intégralité de l'espace du bureau. Si je souhaite retrouver la taille de la fenêtre d'origine, je clique à nouveau sur ce bouton. Le troisième et dernier bouton est une croix sur fond rouge qui va nous permettre d'arrêter le fonctionnement de ce programme. Si je clique dessus, la fenêtre se ferme et le programme s'arrête. Vous pouvez constater que le programme s'est bien arrêté parce que l'icône n'est plus en surbrillance. Ouvrons à présent à nouveau l'explorateur de Windows et intéressons-nous à ce qui se passe si nous essayons d'ouvrir plusieurs fenêtres de ce même explorateur. Par exemple, si je vais explorer le contenu du disque dur et que je souhaite avoir une deuxième fenêtre pour consulter, par exemple, le dossier Mes documents. Pour ça, il va falloir cliquer avec le bouton droit sur l'icône correspondant dans la barre des tâches. Le menu contextuel apparaît et de là, il faudra sélectionner à nouveau Explorateur Windows. Une deuxième fenêtre est apparue et vous pouvez constater que nous ne sommes pas dans le même dossier. Les deux fenêtres ne contiennent pas la même chose. Si je souhaite basculer de l'une à l'autre, bien entendu, je peux faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire en cliquant sur les fenêtres respectives. Mais dans la barre de tâches, je peux également basculer d'une fenêtre à l'autre. Pour ça, je pointe simplement la souris sur l'icône correspondant à la barre de tâches et vous constaterez qu'il y a deux petites vignettes, chacune correspondant à l'une des sessions de cet explorateur Windows. Je peux, en pointant simplement la souris, avoir un aperçu de ce que c'est, et si je souhaite vraiment changer, je clique sur l'icône, sur la fenêtre correspondante. Je peux basculer sur l'autre fenêtre en cliquant à nouveau sur cet aperçu. Si vous regardez l'icône qui se trouve dans la barre de tâches, vous remarquerez qu'elle a légèrement changé et que maintenant elle représente deux icônes l'une sur l'autre, tout simplement parce qu'il y a deux fenêtres. Alors, vous allez peut-être vous dire, si j'ouvre 10 fenêtres, j'aurai 10 icônes l'une sur l'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ou heureusement peut-être, pour une raison simplement d'esthétique. Il n'est pas possible de dessiner autant de fenêtres, sinon ça va vite devenir la pagaille à l'écran. Mais si j'ouvre une troisième fenêtre, vous remarquerez que j'ai une troisième icône qui est apparue et que ça ne se reproduit pas si j'ouvre une quatrième fenêtre. 3 niveaux sont suffisants en tout cas pour indiquer qu'il y a plusieurs fenêtres ouvertes. Je vais à présent pouvoir fermer ces fenêtres, ces différents explorateurs. Et nous allons regarder ce qui se passe par exemple quand on ouvre deux programmes en même temps. Si j'ouvre d'un côté l'explorateur de Windows et d'un autre côté Internet Explorer qui est un navigateur qui permet d'aller sur Internet. Si je souhaite basculer d'un programme à l'autre, il me suffit simplement d'aller cliquer sur l'icône correspondante.
en cliquant ici, je tombe sur l'explorateur de Windows. Si je clique sur l'icône d'Internet Explorer, je bascule sur Internet Explorer. Je vais à présent fermer l'explorateur de Windows et nous allons voir que Internet Explorer fonctionne exactement sur le même principe que les autres programmes et que si je clique avec le bouton droit, je peux ouvrir également une nouvelle session d'Internet Explorer. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, une deuxième icône est apparue en superposition, qui va me permettre de basculer d'une fenêtre à l'autre. Alors pour l'instant, les deux fenêtres contiennent la même chose. Je vais en choisir une et changer la page sur laquelle je me trouve. Je vais aller par exemple sur google.fr. Vous remarquez que les vignettes sont différentes. Dans Internet Explorer et dans d'autres navigateurs, il est possible de créer des onglets et d'avoir plusieurs pages ouvertes dans la même fenêtre du navigateur. Si je clique sur ce bouton ici, je vais avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux par exemple, sur cette page, décider d'aller sur yahoo.fr. Sur la page de yahoo.fr, bien entendu, j'ai toutes les actualités, les différentes choses. Si je regarde dans la barre de tâches, mes trois fenêtres vont être côte à côte, sous forme d'aperçu, et je peux basculer de l'une à l'autre en cliquant simplement sur la vignette correspondante. Les onglets sont considérés comme des fenêtres, et je peux basculer d'un onglet à l'autre en cliquant sur la vignette correspondante. Je vais à présent fermer le navigateur, et nous allons voir ensemble ce qui se passe lorsqu'on essaie d'ouvrir un programme qui ne se trouve pas dans la barre de tâches. Si je souhaite par exemple ouvrir le programme Paint qui permet de faire du dessin, je vais cliquer sur le bouton démarrer et utiliser la zone de recherche du menu démarrer pour rechercher Paint. Je vais taper Paint, P-A-I-N-T, et je vais ouvrir le programme Paint en cliquant dessus une fois avec le bouton gauche. Si vous regardez la barre de tâches, vous remarquerez qu'une nouvelle icône est apparue correspondant au programme Paint. Cette icône n'était pas là tout à l'heure. Elle est en surveillance tout simplement parce que le programme Paint est ouvert. Je vais à présent refermer le programme Paint. L'icône disparaît de la barre de tâches. Si je souhaite forcer cette icône à rester dans la barre de tâches, de la même façon qu'Internet Explorer, que le navigateur, que l'explorateur de fichiers, et que le lecteur Windows Media qui se trouve d'origine dans la barre de tâches, je vais tout simplement utiliser à nouveau le menu démarrer, rechercher Paint. Je vais cliquer avec le bouton droit sur le programme et je vais utiliser la fonction épingler à la barre des tâches. Si vous effectuez cette manipulation, vous remarquerez que l'icône reste dans la barre de tâches. Elle n'est pas en surbrillance tout simplement parce que le programme n'est pas en cours de fonctionnement. À présent, si je souhaite lancer le programme Paint, je n'ai plus besoin d'aller faire sa recherche dans le menu démarrer. Il me suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche sur l'icône correspondante dans la barre de tâches. Le programme s'ouvre alors. Je vais refermer Paint. Si vous souhaitez supprimer une icône de cette barre de tâches, tout simplement parce que vous avez ajouté Paint et qu'aujourd'hui vous n'en avez plus besoin, ou d'autres programmes, peu importe, j'ai pris Paint comme exemple, il vous suffira de cliquer avec le bouton droit sur cette icône et de cliquer sur détacher ce programme de la barre de tâches dans le menu contextuel qui s'ouvre. Vous pouvez constater que l'icône a disparu de la barre de tâches. Si vous souhaitez réorganiser les icônes qui se trouvent dans votre barre de tâches, c'est également possible. Il vous suffit de cliquer une fois avec le bouton gauche et de maintenir enfoncé sur l'icône que vous souhaitez déplacer et de déplacer votre souris vers la droite ou vers la gauche pour réorganiser les icônes à votre convenance. Si vous lâchez le bouton de la souris, l'icône se retrouve à cet endroit. Je peux également reprendre une autre icône et la déplacer à nouveau. Hop. Elle est maintenant à un autre emplacement dans la barre de tâches. La barre de tâches a aussi d'autres possibilités de personnalisation qu'on va retrouver en cliquant avec le bouton droit sur un espace vide. En cliquant avec le bouton droit, je fais apparaître le menu contextuel. Si je clique sur Propriétés, je vois apparaître cet écran et je vais pouvoir régler quelques éléments. Je vais par exemple pouvoir verrouiller la barre de tâches, qui est verrouillée par défaut. Si je déverrouille cette barre de tâches et que je clique sur Appliquer, vous allez voir apparaître des petites poignées, ce qu'on appelle des poignées, qui vont vous permettre de déplacer
les choses et de les réorganiser différemment. Si je prends par exemple cet élément, je peux le déplacer grâce à la poignée. Il n'est plus verrouillé. Je vous conseille néanmoins de garder cette barre de tâches verrouillée, tout simplement pour éviter de fausses manipulations et pour éviter de déplacer par accident des zones qui peuvent être importantes, notamment la zone de notification. Cliquons avec le bouton droit à nouveau, retournons dans ses propriétés. Une autre option vous permet de masquer automatiquement la barre des tâches. Si je clique sur cette option et que je clique sur Appliquer, la barre de tâches se cache automatiquement. Alors je vais cliquer sur OK. Vous voyez que la barre de tâches a disparu. Pour la retrouver, il suffit simplement de déplacer la souris en bas de l'écran. La barre de tâches apparaît à nouveau. Si je bouge la souris hors de la barre de tâches, elle se masque à nouveau. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si votre écran ne dispose pas d'une grande résolution en hauteur. Il est souvent plus pratique, et notamment si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, de laisser la barre de tâches tout le temps visible. Pour ça, vous décochez cette option, masquer automatiquement, et vous cliquez sur OK. La barre de tâches reste donc tout le temps visible. Si je vais à nouveau sur Propriétés, il est également possible d'utiliser de petites icônes. Si je clique sur cette option et que je clique sur Appliquer, vous voyez que la taille des icônes a changé. Il est souvent plus confortable d'utiliser de grandes icônes, mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser à votre convenance. Il est également possible de choisir la position de la barre de tâches. Par défaut, elle se trouve en bas de l'écran. Mais vous pouvez très bien décider de l'avoir en haut de l'écran. Voilà ce que ça peut donner. Le bouton démarrer se trouve là. Si on clique dessus, on accède au menu démarrer. Encore une fois, cette personnalisation est vraiment dépendante de vos préférences. Vous pouvez l'avoir par exemple également à gauche ou à droite. Mais sachez que l'utilisation de la barre de tâches à gauche ou à droite est moins intuitive et moins pratique si vous suivez des tutoriels sur Internet. La plupart des présentations qui sont faites seront faites avec une position de barre de tâches en bas, tout simplement parce que c'est la position naturelle de la barre de tâches de Windows. Il est également possible de choisir la façon dont les icônes interagissent, dont les icônes se présentent. Nous avons vu que les icônes se superposaient les unes avec les autres lorsque nous avions plusieurs fenêtres ouvertes du même type. Cette option est disponible tout simplement parce que le choix toujours combiner et masquer le texte est sélectionné. Si vous choisissez ne jamais combiner, à chaque fois qu'une nouvelle fenêtre va apparaître, une icône sera présentée. Faisons l'exemple. Avec OrdiRepar, vous voyez que maintenant du texte apparaît. Si je clique sur une nouvelle fenêtre Internet Explorer, j'ai bien une deuxième icône qui apparaît. Pour retrouver le fonctionnement initial, il suffit de cliquer à nouveau avec le bouton droit sur la barre de tâches, propriété dans le menu contextuel, et sélectionner toujours combiner et masquer le texte. Je clique sur OK pour valider, et je peux à présent fermer les deux fenêtres du navigateur. Une dernière option que l'on peut avoir avec la barre de tâches va être de réduire plusieurs fenêtres en un coup. Pour cela, on va cliquer sur plusieurs explorateurs de Windows. Si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, vous pouvez réduire toutes ces fenêtres en une seule fois, au lieu de cliquer, comme je viens de le faire, sur le bouton de réduction. Vous pouvez utiliser un bouton qui se trouve en bas à droite de la barre de tâches, qui est très discret et qui va permettre d'afficher le bureau. Si vous cliquez sur ce bouton, toutes les fenêtres seront alors réduites d'un seul coup. Vous voyez que le programme est toujours en cours de fonctionnement, que les trois fenêtres sont toujours ouvertes, et si vous souhaitez les retrouver, vous pouvez soit les retrouver individuellement, en cliquant dessus directement, ou alors cliquer à nouveau sur le bouton Afficher le bureau, qui permet de retrouver les fenêtres exactement telles que nous les avions laissées. Si je laisse cette fenêtre en avant-plan et que je réduis toutes les fenêtres, si je clique à nouveau, c'est bien cette fenêtre qui se trouve devant. Nous pouvons fermer toutes ces fenêtres-là. Nous voilà de retour sur le bureau de Windows, et cette fois-ci nous allons nous intéresser à la zone de notification. La zone de notification se trouve en bas à droite de votre écran, à l'extrémité de la barre des tâches.
Dans cette zone de notification, il y a plusieurs éléments que nous allons détailler tout de suite. Le premier de ces éléments est la date et l'heure. La date et l'heure du système, telles qu'elles sont configurées dans Windows. Si vous pointez la souris sur la date et l'heure, vous verrez qu'un petit message apparaît au-dessus vous indiquant également le jour de la semaine. Ce type de message s'appelle une infobulle. Les infobules sont très utilisées dans Windows, notamment pour vous donner des indications supplémentaires sur ce que vous êtes en train de pointer avec la souris. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez peut-être remarqué que lorsque nous avons lancé des applications à partir de la barre des tâches, il y avait le nom de l'application lorsque nous pointions la souris sur l'icône. Si vous ne l'avez pas remarqué, je vous le montre. Si je pointe la souris sur cette icône, je vois que c'est le lecteur Windows Media. Sur l'icône d'à côté, je vois que c'est l'explorateur Windows. Sur l'icône encore à côté, Internet Explorer. Et enfin, sur le bouton démarrer, je vois une infobulle qui indique démarrer. Mais revenons sur la zone de notification. Si vous souhaitez régler l'horloge de votre ordinateur, il vous suffit pour cela de cliquer une fois avec le bouton gauche de la souris sur l'horloge, ce qui fait apparaître un calendrier avec une horloge qui vous indique déjà la date et l'heure actuelle. Et pour les modifier, il vous suffit de cliquer sur modifier les paramètres de la date et de l'heure. En cliquant sur ce lien, vous ouvrez une fenêtre supplémentaire qui va vous permettre de changer la date et l'heure. À partir de là, il vous suffira d'aller piocher dans le calendrier et de choisir le jour qu'il est et l'heure qu'il est. Lorsque vous avez réglé l'horloge, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton OK. Je ne vais pas le faire sur cet ordinateur, mais vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Je vais également annuler sur cette fenêtre-là. Immédiatement à gauche de cette horloge, vous avez une icône en forme de haut-parleur qui représente le volume sonore de votre ordinateur. Si je pointe la souris sur cette icône, je vois une infobulle qui m'indique que le haut-parleur est à 100%, c'est-à-dire que le volume sonore est au maximum. Si je clique avec le bouton gauche sur cette icône, il m'est possible de régler, à l'aide de ce curseur, le volume sonore de l'ordinateur. Je peux par exemple le descendre à 45% ou le remonter à 70%. Si je souhaite rendre l'ordinateur complètement muet et éviter ainsi de générer du bruit, je peux cliquer sur ce bouton qui me permet de couper le haut-parleur. En cliquant ici, plus aucun son ne sortira de Windows. Si je souhaite revenir à un état avec du son activé, il me suffit de cliquer à nouveau sur ce bouton et de régler le volume sonore à l'intensité souhaitée, à 100% en ce qui me concerne. Immédiatement à gauche de ce haut-parleur, il y a une icône qui représente la connexion à votre réseau. Actuellement, je suis connecté au réseau et donc j'ai accès à Internet. Si vous avez une connexion sans fil, c'est également à partir de cette icône que vous allez pouvoir choisir sur quel réseau Wi-Fi vous vous connectez. Si je clique avec le bouton gauche, je vois un menu qui apparaît, m'indiquant la liste des réseaux Wi-Fi à proximité de mon ordinateur, qui sont à portée de réception de mon ordinateur. Si vous avez un ordinateur portable, notamment, c'est ici que vous pourrez choisir sur lequel de ces réseaux vous souhaitez vous connecter. Enfin, immédiatement à gauche, se trouve le centre de maintenance. Le centre de maintenance est la zone qui permet à Windows de communiquer avec moi pour me donner les indications concernant la sécurité de mon ordinateur. Si vous avez un message qui apparaît à cet endroit, c'est que probablement vous avez un problème de sécurité sur votre ordinateur et il vous suffira de cliquer avec le bouton gauche sur ce drapeau pour faire apparaître le centre de maintenance. Windows vous proposera à ce moment-là des solutions pour résoudre ces problèmes. Il vous suffira de suivre le guide et de suivre les indications de Windows pour corriger ces problèmes. La zone de notification, c'est aussi cette petite flèche. Cette petite flèche va vous indiquer quelles sont les icônes qui sont cachées et qui ne sont donc pas présentes réellement dans la zone de notification. Si je clique dessus, je vois quelles sont les icônes cachées de ma zone de notification. Ces icônes correspondent à des programmes qui sont actuellement en train de fonctionner sur mon ordinateur. Je vois notamment mon antivirus, un logiciel qui permet de gérer ma carte son, et c'est-à-dire le volume sonore de mon ordinateur et la façon dont mon ordinateur gère le son, le logiciel de gestion de ma webcam, le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer cette vidéo, pour capturer l'écran de mon ordinateur, etc. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ne vous inquiétez pas si chez vous, vous n'avez pas ces icônes, c'est tout à fait normal. Chaque ordinateur étant différent, tous n'utilisent pas les mêmes logiciels. Et chaque utilisateur étant différent, nous n'avons donc pas les mêmes besoins et nous n'utilisons pas les mêmes logiciels. Il se peut effectivement que votre antivirus soit différent du mien, par exemple.
que vous n'ayez pas la même webcam que moi et donc par conséquent que vous ayez un logiciel différent pour gérer votre webcam. Je suis actuellement en train d'enregistrer une vidéo sur mon ordinateur, ce qui n'est pas votre cas, et donc il est fort probable que vous n'ayez pas cette icône. Ne vous en faites donc pas sur cette liste d'icônes, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la même que la mienne. La zone de notification va être aussi l'endroit que Windows va utiliser pour vous indiquer s'il y a des mises à jour à effectuer sur votre ordinateur. Vous aurez une icône qui apparaîtra et qui correspondra à Windows Update, qui est le logiciel de mise à jour interne de Windows qui permet de télécharger les mises à jour et d'appliquer les mises à jour de Windows. Il se peut que Windows ait besoin de redémarrer l'ordinateur pour appliquer ces mises à jour. Vous serez alors averti également dans cette zone qu'un redémarrage est imminent, c'est-à-dire peut-être dans 10 minutes, ou si vous souhaitez régler une durée différente, vous pourrez modifier la durée en choisissant une durée différente, donc dans ce menu déroulant qui est proposé par ce message. Nous allons voir ensemble maintenant comment personnaliser cette zone de notification. Pour personnaliser la zone de notification, il vous suffit de cliquer à nouveau sur cette petite flèche pour faire apparaître les programmes actuellement en cours de fonctionnement. Et sur le bas de cette fenêtre, vous avez un lien qui s'appelle Personnaliser. En cliquant sur Personnaliser, vous avez la liste des possibilités de personnalisation de votre zone de notification. On retrouve dans cette liste le centre de maintenance, le réseau, le volume sonore, mais également tous les programmes qui sont susceptibles de fonctionner dans cette zone de notification. Notamment, on va retrouver l'antivirus, ce qui est mon cas, l'antivirus Microsoft en ce qui me concerne. Chez vous, il est très certainement différent. Et d'autres programmes qui sont installés dans l'ordinateur. Pour chacun de ces programmes, il est possible de préciser la façon dont la zone de notification doit vous alerter des événements qui s'y produisent. C'est-à-dire, par exemple, pour le centre de maintenance, j'ai la possibilité d'afficher l'icône et les notifications. C'est ce qui est réglé par défaut. Si je décide de masquer l'icône et les notifications, le drapeau disparaît de cette zone. Vous voyez que le drapeau n'est plus là. Mais ce qui veut dire également que si des éléments sont portés à mon attention, je ne les verrai pas. Je peux, en revanche, décider de n'afficher que les notifications, c'est-à-dire que l'icône ne sera pas présente, sauf si le centre de maintenance a un message à me faire passer, et dans ce cas-là, l'icône apparaîtra. Vous pouvez choisir ces réglages pour chacun des programmes, que ce soit pour le réseau, le volume, mais également pour tous les autres programmes comme l'antivirus, le logiciel de la webcam, pour votre imprimante, pour d'autres logiciels qui pourraient être présents dans la zone de notification. L'icône de Windows Update, dont je parlais tout à l'heure, ne s'affiche par exemple que lorsque des notifications sont apportées à ma connaissance. L'antivirus peut être un programme intéressant à afficher en permanence dans votre zone de notification. En l'occurrence, je vais personnellement régler le mien pour qu'il apparaisse en permanence. Je vais sélectionner dans le menu afficher l'icône et les notifications, ce qui va me permettre de savoir que mon antivirus est bien en cours de fonctionnement et que je n'ai pas de problème de sécurité de ce côté-là. Il est également possible de régler d'autres paramètres qui sont des icônes système. À l'aide de ce bouton, vous allez cliquer et obtenir une liste des autres paramètres système que vous pouvez faire apparaître dans la zone de notification. C'est d'ailleurs ici qu'on va retrouver l'horloge, à nouveau le volume, le réseau, les paramètres d'alimentation si vous êtes sur un ordinateur portable, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour cette raison que l'option est grisée chez moi, et le centre de maintenance. Si par exemple vous souhaitez faire disparaître l'horloge de la zone de notification, il vous suffira de cliquer sur ce menu et de choisir désactiver. Et vous voyez que l'horloge a disparu de la zone de notification. En ce qui me concerne, je préfère avoir l'horloge, donc je vais la laisser activée. Si vous avez fait des modifications et que vous n'êtes pas certain d'être revenu à l'état normal de l'ordinateur, en tout cas à son état d'origine, il vous est tout le temps possible de revenir à son état d'origine en cliquant sur Restaurer les comportements des icônes par défaut. Une fois que vous avez sélectionné quelles sont les notifications à afficher, il vous suffit de cliquer sur OK pour valider. Nous revenons à cette liste d'autres zones de notification de programmes que nous pouvons sélectionner. Et dans cette zone, c'est exactement la même chose. Nous avons aussi la possibilité de restaurer les comportements des icônes par défaut, ce qui va avoir pour effet d'annuler toutes les modifications que nous aurions apportées. Il est également possible
de décider d'afficher en permanence toutes les icônes dans la barre de tâches et donc dans la barre de notification. Si je coche cette case, toutes les icônes de tous les programmes qui sont en cours de fonctionnement s'affichent dans la zone de notification. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je décoche cette case et je reste sur ce fonctionnement. Je valide en cliquant sur OK. Si vous cliquez avec le bouton droit sur l'une de ces icônes, vous allez voir que d'autres options sont disponibles. Par exemple, pour le réglage du son, si je clique avec le bouton droit, un menu contextuel apparaît qui m'offre plus de possibilités que le simple clic avec le bouton gauche. De la même façon, si je clique avec le bouton droit sur l'icône de réseau, je peux résoudre les problèmes ou bien ouvrir le centre de réseau et partage. Sur la zone concernant le centre de maintenance, j'ai également des possibilités. Et sur chacune des applications, vous pouvez également tenter de cliquer avec le bouton droit de la souris, ce qui va vous donner parfois quelques options. Sur l'antivirus, en ce qui me concerne, je n'ai que la possibilité de l'ouvrir. Mais si vous ouvrez la liste des icônes cachées et que vous cliquez par exemple sur l'icône de la webcam, vous voyez qu'il y a d'autres options disponibles. Nous avons fait le tour des possibilités de cette zone de notification.